Le vieux car scolaire, jaune et poussiéreux, cahotait avec une lassitude familière sur le chemin de terre sinueux, ses fenêtres ouvertes, tentant vainement de chasser la chaleur étouffante des Cévennes. Les rires insouciants des enfants, échos de l'innocence de l'aile, étaient finissants, emplissaient l'habitacle, se mêlant au bourdonnement lointain des cigales et à l'odeur âcre de la poussière soulevée. Soudain, un grincement métallique assourdissant déchira l'air, un son brutal et inattendu qui fit taire les joyeux bavardages. Le bus tangua violemment, une secousse sismique qui projeta les corps en avant de s'incliner dangereusement. Les cris de joie se transformèrent en hurlements de terreur, tandis que la tôle gémissait sous une contrainte insupportable. Les visages des enfants, quelques instants auparavant rieurs, se figèrent dans une stupeur horrifiée, leurs yeux ronds observant avec impuissance le sol se rapprocher à une vitesse vertigineuse. L'impact fut cataclysmique, un fracas assourdissant de métal tordu et de verre brisé qui résonna dans le petit ravin comme le tonnerre. Le car, transformé en une carcasse disloquée, s'immobilisa sur le flanc, un nuage de poussière et de débrisesse, élevant dans l'air immobile. À l'intérieur, était un chaos assourdissant de gémissements et de pleurs. Des corps inertes étaient éparpillés entre les sièges arrachés, certains blessés, d'autres simplement sonnés par la violence de la chute. Madame Dubois, la jeune institutrice, gisait à demi consciente, un filet de sang perlant à sa tempe, ses lunettes brisées à quelques centimètres de ses doigts tremblants. L'odeur âcre du carburant se mêlait à celle de la terre humide et du sang, créant une atmosphère suffocante et angoissante, tandis que la lumière du soleil, filtrée par les fenêtres brisées, dansait macabrement sur les visages pâles. Miraculeusement épargné par la fureur du choc, Jules, le jeune garçon de 12 ans, se redressa lentement, son corps frêle mais agile, ayant esquivé les pires impacts. Ses yeux sombres, d'une acuité troublante, balayaient la scène avec une intensité qui transcendait la panique ambiante. Tandis que les autres enfants sanglotaient ou appelaient leurs parents, son attention se fixa sur des détails invisibles aux yeux des adultes désorientés. Une odeur distincte, celle de l'essence fraîchement répandue, piquait ses narines, plus forte que la poussière et la sueur. Puis, un son subtil, un bourdonnement électrique presque inaudible, attira son regard vers un câble arraché, tordant et étincelant faiblement près de la carrosserie brûlante du car. Son silence, loin d'être un handicap, était devenu une lentille, amplifiant chaque perception, chaque indice de danger imminent. La carcasse déchiquetée du bus, tel un colosse d'acier échoué, gisait au fond du petit ravin l'un de ses flancs éventrés, offrant une vue macabre sur l'intérieur dévasté. Au-dessus, sur le chemin de terre poussiéreux, les premiers villageois, alertés par le fracas assourdissant qui avait rompu la quiétude de l'après-midi cévenole, commençaient à arriver, leurs visages marqués par l'incrédulité et la terreur. Des cris de désespoir élevaient, des ordres contradictoires fusant dans l'air surchauffé, chacun tentant de comprendre l'aile étendue du drame. L'odeur âcre de l'essence, persistante et menaçante, flottait déjà dans l'air, une présence insidieuse que personne ne semblait encore identifier comme la menace la plus pressante. La tension montait, palpable, une chape de plomb s'abattant sur cette scène de désolation, tandis que le soleil impitoyable continuait de dorer les vieilles pierres des maisons du Val-Clair au loin. Jules, ayant réussi à se faufiler hors de l'aile, épave par une ouverture providentielle, se tenait à quelques mètres, ses gestes frénétiques tentant d'attirer l'attention des adultes. Ses mains s'agitaient dans l'air, ses yeux imploraient, désignant le filet d'essence échappant sous le moteur, et le câble électrique qui crépitait dangereusement. Mais au milieu des pleurs des enfants et des lamentations des parents, ces signaux muets étaient noyés, interprétés comme de la panique enfantine. Monsieur Bernard, le notable local, son visage rougi par l'effort et la colère, le repoussa d'un geste impatient. « Pousse-toi du chemin, petit. Tu ne fais qu'encombrer, grogna-t-il, son regard méprisant ne voyant en Jules qu'un obstacle inutile, incapable de comprendre la gravité de la situation. Le cœur de Jules battait à tout rompre, une frustration brûlante le consumant. L'agitation autour du car redoublait, mais personne ne semblait percevoir l'imminence de la catastrophe secondaire. L'essence étalée en une flaque grandissante sous le véhicule, ses vapeurs lourdes montant vers le soleil. Le câble électrique, arraché par l'impact, continuait de frôler la carrosserie chaude, ses étincelles se faisant de plus en plus vives et régulières. Jules, les poings serrés de rage impuissante, tentait encore et encore d'alerter, ses yeux fixés sur Madame Dubois, qui, bien que sonnée, commençait à peine à se relever, son regard vacillant cherchant à comprendre le désespoir silencieux du garçon. Soudain, un crépitement plus fort, plus sec que les autres, déchira l'air, suivi d'une odeur de brûlé qui se répandit rapidement.
Une petite flamme, lointaine mais menaçante, venait de s'allumer près du moteur. Le temps était compté. Le crépitement sinistre du feu naissant, bien que presque inaudible pour la plupart, résonnait dans l'esprit de Jules avec une clarté terrifiante, comme une musique dissonante mais familière. Tandis que la panique montait autour de lui, transformant les visages des adultes en masques de désespoir, le jeune garçon, muet de naissance, ne percevait pas le chaos sonore, mais une symphonie visuelle et vibratoire d'une intensité insupportable. Son monde, depuis toujours, était un kaléidoscope de détails, une toile complexe, où chaque ombre, chaque mouvement, chaque infime changement de texture, portait un message. Il avait appris à décrypter les humeurs de sa chienne par la tension de ses muscles, à anticiper la pluie en observant la danse des feuilles de chêne, et à comprendre les non-dits de sa mère par la seule courbure de ses lèvres lorsqu'elle pétrissait le pain au petit matin. Cette perception augmentée était à la fois son fardeau et son super pouvoir dans le Val-Clair, ce village des Cévennes, où le silence était souvent confondu avec l'absence de pensée. Sa communication, fluide et complexe pour ceux qui prenaient le temps de l'apprendre, était un balai incessant de ses mains fines et expressives, de ses yeux sombres qui parlaient des volumes, et d'un visage capable de traduire chaque émotion avec une clarté désarmante. Quand il fallait être plus précis, il saisissait n'importe quel support, la terre poussiéreuse du chemin, un bout de papier arraché à un cahier, même la buée sur la vitre d'une fenêtre, pour y tracer des symboles, des croquis, des mots, avec une vitesse et une dextérité qui laissaient souvent les observateurs bouche bée. Ces conversations étaient un jeu de devinette pour les étrangers, mais pour Madame Dubois, ou Clara, sa meilleure amie, elles étaient aussi claires et riches que n'importe quel dialogue parlé. Ce N n'était pas un manque de mots, mais une autre façon de les articuler, une langue que peu d'adultes, trop pressés par les conventions sonores, parvenaient à maîtriser. Dans le silence de son propre monde, Jules avait développé une acuité visuelle et une mémoire spatiale phénoménale. Chaque matin, en aidant son père dans les champs arides, il mémorisait la position exacte de chaque pierre, le chemin le plus court entre deux rangées de vignes, l'emplacement précis d'une herbe aromatique rare. Il voyait les failles dans les vieux murs en pierre avant qu'elles ne s'effondrent, les fissures dans le bois de la charrette avant qu'elles ne cassent. Son esprit était une carte détaillée du monde, où chaque objet, chaque personne, chaque phénomène était un point de données analysé, classé et relié aux autres. Il ne se contentait pas de voir. Il comprenait la mécanique sous-jacente des choses, les causes et les conséquences, les schémas invisibles qui régissaient l'univers. Au-delà de cette perception aiguisée, Jules portait en lui le rêve ardent d'être reconnu, non pas malgré son silence, mais grâce à lui. Il aspirait à ce que sa voix invisible soit enfin entendue, à ce que les adultes cessent de le considérer comme défectueux, ou un fardeau pour la communauté, comme le faisait si souvent M. Bernard. Il rêvait de prouver que sa manière unique de percevoir le monde n'était pas une faiblesse, mais une force inestimable, un atout qui pourrait un jour faire la différence. Sa motivation la plus profonde était d'être utile, de contribuer, de montrer que l'intelligence et la bravoure ne se mesuraient pas à la capacité de parler, mais à celle d'agir, de comprendre et de se connecter au-delà des mots. Heureusement, dans ce village où les préjugés avaient la peau dure, Madame Dubois et Clara étaient les phares de compréhension dans son existence. Madame Dubois, avec sa patience infinie et son regard bienveillant, avait appris à décoder ses gestes, à voir l'éclat de son intelligence derrière son mutisme. Elle était sa principale avocate, celle qui défendait sa singularité et encourageait ses talents d'observateur. Clara, sa fidèle compagne de jeu, avait grandi à ses côtés, développant une intuition presque télépathique pour ses pensées et ses sentiments. Elles étaient les rares âmes qui lui offraient le réconfort d'être pleinement vu et compris, des piliers sur lesquels il pouvait s'appuyer lorsque le poids du monde devenait trop lourd à porter seul. C'est cette même capacité d'observation, cette lecture innée des signes avant-coureurs, qui avait alerté Jules de la catastrophe imminente du quart scolaire. Alors que les autres enfants riaient insouciamment, son regard avait déjà enregistré la légère anomalie dans la trajectoire du véhicule, le son subtil et anormal d'un frottement métallique, l'odeur précoce d'un frein surchauffé. Chaque détail, insignifiant pour les autres, était une pièce du puzzle pour lui, annonçant le drame à venir. Maintenant, face à la fuite d'essence et au câble électrique crépitant, son talent d'analyse visuelle et stratégique était plus un simple trait de caractère, mais la seule clé pour déverrouiller la solution à la crise, sa véritable et la plus puissante voix, dans le chaos assourdissant qui l'entourait. La jeune institutrice, Madame Dubois, gisait toujours, sonnée, le regard embué par la poussière et la douleur, mais une lueur de lucidité commençait à percer son hébétude. Son instinct la poussait à chercher ses élèves, ses yeux clairs balayant les visages angoissés avant de s'arrêter sur Jules, dont la frénésie silencieuse contrastait étrangement avec la panique sonore ambiante. Elle se rappela les heures passées à comprendre son langage des mains, à déchiffrer les nuances de ses expressions,
à faire confiance à son intelligence vive, qui transcendait l'absence de mots. Elle était l'encre de Jules dans ce monde bruyant, celle qui voyait au-delà des apparences, une rare âme capable de percevoir la profondeur de sa pensée sans le son d'une voix. Sa propre souffrance physique s'estompa un instant face à l'urgence muette qui l'émanait, comme si son corps lui criait un danger qu'elle ne pouvait encore nommer. Elle s'efforçait de se redresser, son corps lourd, mais son esprit s'accrochait au message non-verbal de Jules, une bouée dans le chaos. Quelques instants plus tard, M. Bernard, le notable du village, faisait irruption sur la scène, son visage empourpré par l'effort, et une autorité mal placée. Il était le genre d'homme qui aimait les choses en ordre, les traditions respectées, et le silence de Jules l'avait toujours irrité, le percevant comme une défiance à l'ordre établi, une anomalie. « Que quelqu'un appelle les secours! Dépêchez-vous, bon sang !» hurlait-il, ses mains s'agitant dans des gestes grandiloquents qui ne faisaient qu'ajouter à la confusion. Lorsqu'il vit Jules, tentant toujours d'attirer l'attention sur la fuite d'essence avec des gestes désespérés, il le repoussa sans ménagement. « Pousse-toi de là, gamin. Tu ne fais qu'encombrer le passage avec tes simagrées. Laisse les adultes gérer !» grogna-t-il, ses yeux pleins de mépris, incapable de voir la gravité dans le regard du garçon. Pour lui, Jules N. était qu'un obstacle, un enfant défectueux, incapable de saisir la réalité des choses, un fardeau à écarter. Alors que M. Bernard continuait de hurler des ordres inefficaces, une petite silhouette agile se faufila parmi les adultes paniqués. Clara, la meilleure amie de Jules, ses tresses blondes échappant de son chapeau de paille. Son cœur se serra en voyant l'épave, mais ses yeux cherchèrent immédiatement Jules, leur lien étant si fort qu'elle ressentait son angoisse avant même de la voir. Dès qu'elle l'aperçut, ses propres gestes se mirent à l'imiter, comme un écho de sa propre compréhension innée de la situation. Elle avait grandi avec son silence, apprenant à décrypter chaque froncement de sourcils, chaque mouvement de doigt, chaque nuance dans ses yeux sombres. Elle fut la première à percevoir la véritable urgence dans ces signaux, son petit visage pâle reflétant la terreur qu'elle lisait dans les gestes de son ami, une terreur que les adultes refusaient de reconnaître. Elle se posta à ses côtés, prête à le soutenir, même si elle ne savait pas encore comment. Dans le chaos assourdissant, plusieurs enfants plus jeunes, encore secoués par le choc, gémissaient ou appelaient leurs parents, certains piégés entre les sièges déformés, d'autres rampant à l'extérieur, le corps endolori. Jules, malgré sa frustration envers les adultes, se tourna instinctivement vers eux, ses gestes se faisant plus doux, plus rassurants, même si toujours urgents. Son calme apparent, sa concentration intense, tranchait avec la panique ambiante. Un petit garçon, Léo, le visage maculé de larmes et de sang, le regarda avec une confiance enfantine, comme s'il sentait que Jules, malgré son silence, était une source de sécurité. Jules lui fit signe de ne pas bouger, ses yeux indiquant le danger invisible. Les plus jeunes, souvent moins enclins aux préjugés des adultes, semblaient percevoir cette aura de résolution et de connaissance chez Jules, leur offrant une lueur d'espoir dans l'horreur de l'accident. Ils écoutaient son silence, avec une attention que les grands ne leur accordaient pas. L'agitation autour du bus accidenté redoublait, les villageois arrivant en nombre croissant, chacun apportant son lot de cris, de conseils contradictoires, et de tentatives désordonnées pour aider. L'odeur âcre de l'essence, qui était d'abord fait discrète, devenait maintenant plus prononcée, une présence lourde et menaçante que la plupart attribuaient au désastre général, sans en saisir la nature explosive. Madame Dubois, se frottant la tempe, essayait de se concentrer sur les signaux frénétiques de Jules, son esprit embrumé par la douleur. Elle voyait la fuite, elle voyait le câble, mais le lien avec une explosion imminente ne se formait pas encore clairement dans son esprit. Pendant ce temps, M. Bernard, ignorant délibérément les avertissements muets du garçon, s'obstinait à diriger les efforts vers la porte avant du bus, dangereusement proche du moteur fumant, convaincu de sa propre supériorité et de son bon sens, face à ce qu'il considérait comme la panique enfantine. C'est alors qu'un crépitement sec et distinct, plus aigu que les précédents, déchira l'air lourd des Cévennes. Une fine colonne de fumée noire commença à s'arrêter, élevée du dessous du car, juste à l'endroit où le câble électrique arraché frôlait la carrosserie. L'odeur de brûlé, âcre et suffocante, se répandit rapidement, piquant les narines et provoquant des toux et des exclamations de panique renouvelées. La petite flamme, timide au début, se mit à danser, grandissant avec une rapidité effrayante. Tous les regards, enfin, se tournèrent vers le point d'ignition. Madame Dubois, son visage pâlissant d'horreur, fixa la flamme, puis les yeux de Jules, où elle lut une confirmation terrifiante. Monsieur Bernard, qui venait de s'approcher du bus, recula d'un bond, son visage enfin décomposé par la peur. Tous les personnages, piégés entre la carcasse fumante et le ravin, étaient maintenant unis par la même menace, le temps comptait. Le crépitement sec se mua en un rugissement vorace,
la petite flamme se transformant en un brasier furieux qui léchait avidement la carcasse tordue du car, peignant l'air déjà lourd d'une teinte orangée menaçante. L'odeur de carburant brûlé, âcre et suffocante, piqua les narines, forçant les villageois à reculer en toussant, leur visage marqué par une horreur nouvelle et palpable. Monsieur Bernard, auparavant si sûr de lui, était désormais un homme pris de panique, ses ordres hurlés se perdant dans le chaos, dénués de toute direction cohérente. « De l'eau! Il faut de l'eau! Vite, bon sang !» criait-il, ses gestes désordonnés trahissant sa complète désorientation, tandis que la chaleur intense se propageait, faisant frissonner l'air au-dessus de l'Aril, épave. La menace, d'abord invisible, était maintenant une réalité brûlante, menaçant d'engloutir les enfants encore piégés. Au milieu de cette cacophonie de terreur, Jules, d'une détermination presque effrayante, se fraya un chemin. Ses yeux sombres, d'une clarté perçante, balayaient la scène, cherchant une échappatoire, un point faible dans cette prison de flammes et de métal. Ignorant les cris et les mouvements désordonnés, il pointa du doigt, avec une insistance presque violente, le côté opposé du car, là où une petite ouverture, à peine visible, offrait une chance de sortie. Il tenta de guider les enfants les moins blessés, avec des gestes fermes, mais les adultes, aveuglés par la fumée et la panique, le bousculaient, leurs mains s'agitant pour Gel, écartées. Monsieur Bernard, apercevant le garçon, le saisit par les séquelles, épaules. « Mais qu'est-ce que tu fabriques, petit sot ? Laisse les pompiers faire. Tu vas te brûler, os, écria-t-il, un mélange de peur et de fureur dans la voix, interprétant l'ingéniosité de Jules comme une simple imprudence enfantine. À l'intérieur de la carcasse fumante, les gémissements des enfants piégés se transformèrent en cris de terreur déchirants, amplifiés par la chaleur étouffante et la fumée âcre qui commençait à s'infiltrer. Les flammes dansaient à travers les vitres brisées, projetant des ombres macabres sur leurs visages pâles, maculés de larmes et de suie. Une petite fille, ses boucles blondes noircies par la fumée, tendait un bras tremblant vers l'extérieur, son appel muet, résonnant plus fort que les hurlements des adultes. Jules, le cœur serré, sentait la détresse de ces petites vies, cette urgence silencieuse qui le poussait à agir, à transcender son propre mutisme pour devenir leur voix, leur espoir. La responsabilité pesait sur ses frêles épaules, le poussant à chercher une solution là où les adultes ne voyaient que désolation. Le temps étirait, chaque seconde semblant une éternité. Monsieur Bernard, aveuglé par sa propre panique et son dédain pour Jules, s'obstinait à diriger les efforts vers le côté embrasé du bus, convaincu que était le seul accès. Il repoussa Jules une seconde fois, plus violemment. « Hors de ma vue, tu n'es qu'un gamin incapable de comprendre. Tu n'y connais rien, cracha-t-il, son visage déformé par la colère, sous le regard de quelques villageois hébétés. « Laissez-moi faire. Je sais ce qu'il faut faire, ajouta-t-il, ses paroles vaines résonnant dans le vacarme du feu. Le mépris de Bernard, habituellement une simple gêne, devenait maintenant un obstacle mortel, bloquant la seule personne capable de voir la solution. Jules, le souffle coupé par l'injustice, sentit une rage froide monter en lui, une détermination inébranlable à prouver que son silence-haine n'était pas synonyme d'incapacité. Madame Dubois, enfin pleinement consciente, malgré sa tempe ensanglantée, s'efforçait de se frayer un chemin vers Jules, son esprit éclaircissant avec une effrayante lucidité. Elle avait vu la flamme, elle avait senti la chaleur grandissante, et l'urgence dans les yeux de Jules, combinée à la panique aveugle de Monsieur Bernard, lui criait que le garçon avait raison. « Bernard, attendez, regardez Jules, il essaye de nous dire quelque chose, implora-t-elle, sa voix rocailleuse par la poussière, et émotion. Mais ses paroles furent balayées par le vent et les cris, noyées dans le chaos. Elle tendit la main vers Jules, un appel silencieux à se faire comprendre, à trouver un moyen de déchiffrer le message vital qu'il tentait désespérément de transmettre avant qu'il ne soit trop tard, le feu gagnant du terrain. Un craquement sinistre, plus fort encore, déchira l'air, et une partie du plafond du car, rongée par les flammes, s'effondra avec un gémissement métallique, bloquant désormais complètement la petite ouverture que Jules avait initialement désignée. La chaleur devint intolérable, les flammes rugissant comme une bête affamée, engloutissant tout sur leur passage. L'odeur de plastique brûlé et de tôle incandescente emplissait l'air, rendant la respiration difficile. Les cris des enfants redoublèrent, des hurlements de désespoir qui transperçaient le cœur. Jules, le dos au mur, les yeux fixés sur l'incendie qui montait en puissance, comprit qu'il n'y avait plus de chemin sûr évident. Son regard, balayant l'environnement avec une intensité folle, se posa sur un détail inattendu, une dernière, infime possibilité, un risque calculé qui ferait basculer le destin de tous. Comment allait-il résoudre cela ? La cacophonie de la terreur atteignit son paroxysme, mais au lieu de se traduire par une action coordonnée, elle ne fit qu'engendrer une frénésie stérile. Monsieur Bernard,
le visage maculé de suie et de larmes, s'efforçait de rassembler quelques hommes autour de lui, hurlant des ordres incohérents sur le maniement d'une vieille lance d'arrosage de jardin, dérisoire face à la fureur du brasier. L'eau, aspergée avec des gestes désordonnés, évaporée en sifflements sinistres avant même d'atteindre les flammes voraces, ne faisant qu'ajouter à la vapeur suffocante et à l'odeur âcre de brûlé. D'autres tentaient de forcer une porte tordue avec une barre de fer, leurs muscles tendus et leurs visages rougis par l'effort, mais le métal gémissait sans céder, scellé par la violence de l'impact et la chaleur déformante. L'impuissance collective était une chape de plomb, écrasant les espoirs à mesure que le feu gagnait du terrain, chaque tentative échouée ne faisant qu'alimenter le désespoir. Les tentatives pour circonscrire le brasier ou extraire les enfants s'avéraient toutes vaines, soulignant la cruauté du destin. Un vieil agriculteur, le visage ravagé par l'angoisse, tenta d'étouffer les flammes avec une couverture de laine trempée, mais le tissu s'enflamma instantanément, le forçant à reculer en toussant, les mains brûlées. Le métal tordu du car, incandescent par endroits, rendait toute approche directe impossible, les vapeurs toxiques échappant des plastiques fondus, aveuglant ceux qui s'aventuraient trop près. La porte arrière, coincée dans le ravin, restait hermétiquement fermée, ses charnières tordues, résistant à chaque assaut. Les béquilles de la vieille structure du car, déjà fragilisées par le choc initial, menaçaient de céder sous la pression, rendant chaque tentative d'ouverture latérale encore plus dangereuse. Les villageois, épuisés et désorientés, commençaient à battre en retraite, la défaite se lisant sur leurs visages pâles. Une onde de frustration et de terreur silencieuse se propagea parmi la foule. Les cris d'aide se transformèrent en gémissements étouffés, les visages se figèrent dans une stupeur horrifiée. Monsieur Bernard, qui avait été si véhément, s'effondra à genoux, les mains sur la tête, ses épaules secouées par des sanglots incontrôlables, son autorité évanouie dans la fumée âcre. Les mères serraient leurs enfants survivants contre elles, leurs yeux fixés sur la carcasse en feu, la peur gravée dans chaque trait de leur visage. L'air, autrefois vibrant de l'optimisme des Cévennes, était maintenant lourd d'une résignation amère, chacun comprenant que les flammes avaient pris le dessus, et que le temps écoulait inexorablement pour ceux qui restaient piégés à l'intérieur de l'enfer métallique. Le Valclair était en train de vivre son pire cauchemar, impuissant face à la tragédie. Au milieu de ce chaos, Jules restait étrangement immobile, son regard sombre d'une intensité rare, balayant la scène avec une acuité quasi surhumaine. Il ne voyait pas le désordre, mais une série de problèmes à résoudre. Son esprit, à l'abri du vacarme, traitait chaque information, la direction du vent, la densité de la fumée, la façon dont les flammes léchaient le métal, les points de résistance de la carcasse, l'emplacement précis des enfants encore visibles à travers les ouvertures. Il observait les erreurs des adultes, non pas avec jugement, mais avec une analyse froide et rapide, éliminant les solutions inefficaces. Chaque échec des villageois était une donnée supplémentaire pour son cerveau, une pièce de puzzle se mettant en place, affinant sa propre stratégie pour trouver la faille, le chemin que personne d'autre ne pouvait percevoir dans cette cacophonie de désespoir. Soudain, une étincelle de compréhension traversa le regard de Jules. Il avait vu un détail, invisible à la panique collective, une petite fissure, à peine perceptible, dans le châssis, dissimulée par l'ombre et la fumée, mais qui, selon son analyse spatiale, pouvait être un point faible structurel. Il pointa frénétiquement du doigt cette zone, ses yeux implorant Madame Dubois de comprendre. Il tenta de mimer le mouvement de torsion et de levier, ses mains décrivant avec une urgence muette la technique à employer. Mais la flamme rugissait, les cris se multipliaient, et les adultes, épuisés, ne voyaient en lui qu'un enfant agité, ses gestes désordonnés, ses signes sans signification dans ce vacarme. Le poids de son silence était plus lourd que jamais, l'isolant dans sa connaissance salvatrice, tandis que le destin des enfants piégés reposait sur sa capacité à se faire entendre sans un son. Un grondement sourd, plus profond et plus menaçant que les précédents, déchira l'air. Une des roues arrière du car, soumise à l'intense chaleur et à la pression, explosa avec un bruit sec et violent, projetant des débris incandescents. Les flammes, alimentées par l'oxygène frais et le carburant volatile, montèrent encore plus haut, peignant l'horizon d'un rouge écarlate. L'odeur de caoutchouc brûlé se mêla à celle de l'essence, rendant la respiration presque impossible. La visibilité diminua drastiquement, le nuage de fumée noire enveloppant la scène d'un voile macabre. Le temps était encore raccourci, chaque seconde comptait désormais double. Jules, les yeux rivés sur la carcasse en feu, comprit que sa fenêtre d'opportunité se refermait à une vitesse terrifiante, et qu'il devait agir, seul, si personne ne parvenait à le comprendre. Le rugissement des flammes, qui montait en crescendo, transformant la carcasse du car en un brasier infernal, ne laissait plus de place au doute. Les cris des enfants piégés, de plus en plus désespérés,
poignardait l'air lourd de fumée et de suie, suppliant une aide qui ne venait pas. Les adultes, épuisés, désemparés, s'agitaient en vain, leurs efforts désordonnés se heurtant à l'implacable fureur du feu. Jules, les poings serrés, sentit le poids de chaque seconde écrasé sur ses frêles épaules. La petite fissure, son unique lueur d'espoir, était une chance infime, mais la seule qui restait. Était un appel silencieux mais irrésistible, une situation qui le forçait, malgré son jeune âge et son mutisme, à dépasser ses propres limites pour devenir l'architecte du salut, le seul à pouvoir déchiffrer le langage secret du danger. Pourtant, la résistance des adultes restait un mur infranchissable. Monsieur Bernard, toujours obnubilé par sa propre impuissance, balaya du revers de la main les tentatives désespérées de Jules d'attirer l'attention sur la fissure. « Mais qu'est-ce que tu regardes, gamin ? Il n'y a plus rien à faire !»« Recule, bon sang, tu nous gênes avec tes manières !» vociféra-t-il, son visage rougi par la sueur et la panique, ses yeux ne voyant dans les gestes frénétiques de Jules qu'un enfant agité, incapable de saisir la gravité de la situation. D'autres villageois, le regard vide de tout espoir, hochèrent la tête en signe d'approbation, leur découragement alimentant leur mépris pour l'or, étrange garçon muet, qui gesticulait dans le chaos. Le préjugé était tenace, plus ardent encore que les flammes qui montaient, aveuglant chacun à la vérité évidente qui se déroulait sous leurs yeux. Un frisson parcourut Jules. Le vacarme assourdissant du feu, la fumée âcre qui lui piquait les narines, et surtout le regard accusateur de Monsieur Bernard, le firent vaciller un instant. Il sentit le vertige de l'isolement, le fardeau de son silence qui, en ces moments critiques, semblait le couper du monde plus que jamais. Ses mains, qui quelques instants plus tôt s'agitaient avec une urgence frénétique, s'immobilisèrent, ses épaules s'affaissèrent légèrement. Le doute, tel un serpent froid, se glissa dans son esprit. Et si, malgré tout, il se trompait ? Et si cette fissure était qu'une illusion, un espoir vain dans un paysage de désolation ? La pression était immense, écrasante pour un enfant de 12 ans, et il sentit une vague d'insécurité le submerger, menaçant de le paralyser. Mais alors, une main douce et ferme se posa sur son épaule. Madame Dubois, son visage toujours maculé de sang et de suie, mais ses yeux clairs et remplis d'une confiance inébranlable, le regarda droit dans les siens. Son regard transperça le voile de doute de Jules, lui transmettant une force silencieuse, un encouragement qui valait 1000 mots. « Jules, qu'est-ce que tu as vu ?» murmura-t-elle, sa voix rauque mais empreinte d'une certitude absolue en l'intelligence du garçon. Clara, sa meilleure amie, qui était faufilée à leur côté, lui prit la main et la serra, un geste simple mais puissant de solidarité. Ces deux phares de compréhension, au milieu de la tempête, ravivèrent l'étincelle de résolution dans les yeux sombres de Jules. Revigoré par ce soutien inattendu, Jules se redressa, son regard retrouvant son acuité perçante. Il ignora le chaos environnant et la fureur des flammes pour se concentrer sur la carcasse fumante. Son esprit, à l'abri du vacarme, commença son analyse méthodique. Il visualisa la structure interne du bus, les points de torsion du métal, la propagation du feu. La fissure, qu'il avait repérée plus tôt, n'était pas un hasard. Était une faiblesse structurelle exacerbée par l'impact et la chaleur, un point de levier potentiel. Il imaginait les angles, les forces nécessaires, la manière dont le châssis, tordu par la chute, pouvait être manipulé avec le bon outil, au bon endroit, pour créer une ouverture, une voie de salut inattendue. Chaque donnée s'emboîtait dans son esprit comme les pièces d'un puzzle complexe, le bruit des flammes, la danse des ombres, l'odeur du brûlé, tout devint un indice. La stratégie se formait, claire et précise. Il ne s'agissait plus de se faire comprendre par des mots, mais par une action audacieuse, un plan né de son observation unique. Sans un son, mais avec une détermination farouche, Jules se tourna vers Madame Dubois, son regard brûlant d'une certitude nouvelle. Il fit un geste précis, désignant la fissure, puis mima avec force l'action de faire levier et de forcer l'ouverture. Il allait agir, et son silence serait désormais sa plus grande force, la clé de la survie de tous. Le rugissement assourdissant des flammes, qui léchaient la carcasse avec une fureur grandissante, aurait pu paralyser n'importe quel enfant. La fumée âcre, lourde de l'odeur de plastique brûlé et de tôle incandescente, piquait les narines de Jules, mais son monde intérieur, souvent un sanctuaire de silence, était désormais un champ de bataille où chaque sensation visuelle et vibratoire était amplifiée. Les cris de Monsieur Bernard, remplis de mépris et de panique, ne l'atteignaient pas en tant que son, mais comme une onde de frustration qui menaçait de le submerger. C'est alors que le contact doux et ferme de la main de Madame Dubois sur son épaule, suivi du regard inébranlable de Clara, devint son ancre. Leur confiance silencieuse,
plus éloquente que n'importe quel discours, créa une bulle de calme autour de lui, lui permettant de se recentrer, de canaliser son angoisse en une détermination froide. Il avait besoin de faire comprendre ce qu'il voyait, de traduire son génie visuel en une action concrète pour ses vies en danger. Son esprit, libéré du vacarme extérieur grâce à la présence réconfortante de ses alliés, fonctionnait à une vitesse fulgurante. Le feu N était plus seulement une menace, mais une série de données à analyser. La direction du vent qui attisait les flammes, la densité de la fumée qui indiquait la combustion des matériaux, les points de résistance du métal sous la chaleur intense. Il voyait la carcasse non pas comme une ruine, mais comme un puzzle complexe, ses faiblesses structurelles révélées par l'impact et la déformation. Son regard, d'une acuité troublante, se posa sur cette fissure minuscule, cette ligne de fragilité qu'il avait identifiée, comme une porte dérobée vers le salut. Pour la première fois depuis l'accident, il se sentit pleinement en contrôle, non pas du chaos, mais de sa propre capacité à le comprendre et à y réagir avec une précision chirurgicale, son cerveau cartographiant chaque détail du désastre. Il balaya le sol du regard, cherchant un prolongement à sa pensée, un moyen de rendre visible l'invisible. Son œil s'arrêta sur un bâton épais et solide, tombé d'un vieil olivier, gisant à quelques mètres, comme s'il l'attendait. Ce N n'était pas un simple morceau de bois, mais une extension potentielle de sa volonté, un outil pour transformer sa vision en réalité. Il le saisit avec une agilité surprenante, le testant du bout des doigts, sentant sa robustesse. Madame Dubois, malgré sa blessure, suivait chacun de ses mouvements avec une concentration intense, son front plissé par l'effort de déchiffrer le message muet de Jules. Clara, à ses côtés, se pencha légèrement, son souffle court, consciente que quelque chose d'important était sur le point de se produire, une étincelle d'espoir dans leurs yeux reflétant la détermination inébranlable de Jules. Avec une urgence palpable, Jules s'agenouilla sur la terre sèche, le bâton en main. Il commença à tracer des lignes, des cercles, des schémas complexes sur le sol poussiéreux, sa main rapide et experte. Il dessina la forme du bus, puis, avec une précision étonnante, la fissure qu'il avait repérée, indiquant des flèches pour montrer les forces de levier et l'angle d'attaque nécessaire. Ses gestes étaient fluides, une danse silencieuse de l'intellect. Monsieur Bernard, toujours à proximité, jeta un regard dédaigneux. « Qu'est-ce qu'il fait, ce gamin ? Il gribouille pendant que les enfants brûlent, maugréa-t-il, son visage exprimant un mélange de dégoût et d'incrédulité, incapable de voir la logique derrière les marques. Les autres villageois, certains curieux, d'autres résignés, observaient d'un œil vide, ne comprenant pas la complexité du plan qui se dessinait sous leurs yeux. Madame Dubois, cependant, pencha la tête, ses yeux suivant chaque trait, chaque mouvement du bâton. Elle se rappela les heures passées à comprendre ses plans de jeu, ses constructions complexes avec des brindilles et des pierres. Elle vit la fissure, les flèches, et soudain, une compréhension fulgurante éclaira. Jules ne gribouillait pas, il expliquait, il se leva, et, avec le bâton, mima le mouvement de torsion. Le point d'appui nécessaire pour forcer l'ouverture. Son visage brûlait d'une intensité silencieuse, ses yeux fixés sur Madame Dubois, la suppliant de saisir l'essence de son plan. Clara, elle aussi, avait compris, son petit visage pâlissant à la fois de peur et d'admiration. Elle pointa du doigt le dessin, puis la fissure sur le bus, tentant d'attirer l'attention des adultes. « Regardez ! Il montre comment faire !» murmura-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Madame Dubois, le souffle coupé par la révélation, hocha la tête, une lueur de compréhension et de terreur dans ses yeux. « Jules, je comprends !» cesse, écria-t-elle, sa voix rauque mais pleine d'une nouvelle détermination. Elle se tourna vers Monsieur Bernard, tentant de lui expliquer, mais le notable, obnubilé par son échec, refusa d'écouter, son visage figé dans une expression de défaite. Jules, ignorant leur échange, se concentra sur la fissure. Le bâton était un bon début, mais il lui faudrait quelque chose de plus robuste, un levier capable de tordre le métal. Son regard balaya le sol, cherchant un objet plus lourd, plus résistant, tout en évaluant la distance, l'angle, la force qu'il devrait appliquer. Le feu rugissait, le temps était compté, et Jules, le cœur battant à tout rompre, se prépara à agir, son silence étant désormais sa plus grande force, la clé de la survie de tous. Le rugissement du brasier, transformant la carcasse en un enfer incandescent, étouffait les cris et les lamentations, mais pas la détermination de Jules. Ses yeux, d'une acuité presque surnaturelle, balayaient la scène, cherchant au milieu des débris calcinés le levier parfait. Son regard s'arrêta sur un morceau de tôle épaisse, tordue mais robuste,
arraché du châssis du bus, gisant à quelques mètres de la flamme la plus intense. C était un défi, mais aussi sa meilleure chance. Il s'approcha prudemment, la chaleur irradiante faisant frissonner l'air, ses mains fines mais agiles s'apprêtant à tester la résistance du métal. Madame Dubois, le visage marqué par la suie et la douleur, mais les yeux rivés sur lui, hocha la tête, une confiance muette se lisant dans son regard, tandis que Clara, à ses côtés, serrait les poings, prête à tout. Le jeune garçon savait que l'avenir de tous dépendait de sa capacité à transformer sa vision en action. Avec une précision chirurgicale, Jules positionna le morceau de tôle tordu dans la petite fissure qu'il avait repérée sur le châssis. Ses doigts explorèrent la brèche, sentant la résistance du métal chauffé et déformé par l'impact et les flammes. Il se rappela les heures passées à observer son père réparer la charrue, apprenant les principes de levier et de contrepoids. Il appliqua une pression mesurée, utilisant le poids de son corps frêle comme un contrepoids, chaque muscle tendu par l'effort. Le métal gémissait sous la contrainte, un son aigu et strident qui perçait la cacophonie du feu. Lentement, presque imperceptiblement, la fissure commença à s'élargir, un signe infime mais crucial que sa théorie était juste. Un premier pas vers le salut. Mais la micro-victoire fut de courte durée. Un craquement sinistre, plus profond que les précédents, déchira l'air. Et une colonne de fumée noire, plus dense et suffocante, s'éleva du cœur du brasier, enveloppant la scène d'un voile opaque. L'odeur de plastique fondu et de tôle incandescente devint intolérable, rendant la respiration difficile, même pour Jules. Monsieur Bernard, qui observait de loin, étrange manège du garçon, s'approcha en titubant, son visage rougi par la sueur et la fureur. « Mais qu'est-ce que tu fais encore, gamin ? Tu vas te faire tuer !»« Laisse ça aux vrais hommes !» hurla-t-il, un mélange de peur et de rage dans la voix, s'apprêtant à saisir Jules pour écarter, incapable de voir la logique derrière ses gestes. L'obstacle N était pas seulement le feu, mais aussi la cécité des préjugés. Jules, le corps tremblant d'effort et de frustration, sentit la main de M. Bernard s'abattre sur son épaule, le tirant en arrière loin de la fissure. Un instant, le découragement le submergea. Le feu rugissait, la fumée piquait ses yeux, et les mots de mépris de Bernard, bien qu'inaudibles, résonnaient comme une gifle dans son esprit. Il regarda les flammes lécher la carcasse, la petite ouverture qu'il avait créée semblant dérisoire face à l'immensité de la tâche. La peur de l'aile, échec, le poids des vies d'enfants piégés, et l'incompréhension des adultes, tout cela menaçait de paralyser sa résolution. Son silence, d'ordinaire sa force, était devenu une barrière infranchissable, l'isolant dans sa connaissance vitale. Mais avant que le doute ne l'engloutisse, la main de Madame Dubois se posa doucement sur la sienne, puis Clara, les yeux embués, lui serra le bras, lui transmettant une force inébranlable. Leurs regards, emplis d'une foi absolue en lui, furent là l'étincelle dont Jules avait besoin. Il se dégagea de l'emprise de Bernard avec une détermination renouvelée, ses yeux fixés sur Madame Dubois. Avec une urgence frénétique, il pointa du doigt la fissure, puis le morceau de tôle qu'il avait utilisé, mimant l'action de levier avec une force accrue, montrant qu'il fallait plus de puissance, plus d'angle. Il désigna ensuite un point précis, plus bas sur le châssis, où une autre faiblesse structurelle, à peine visible, pourrait offrir un meilleur point d'appui pour un levier plus efficace. Guidée par l'intuition de Jules et la lecture de ses gestes, Madame Dubois, ignorante des protestations de M. Bernard, chercha le point désigné. Elle aperçut un morceau de ferraille plus lourd, une poutrelle arrachée, gisant près de la fissure. Jules le désigna avec insistance. Ensemble, avec une force décuplée par l'urgence, ils l'utilisèrent comme un levier massif. Un craquement retentissant déchira l'air, et le métal tordu céda avec un gémissement plaintif. Une ouverture, étroite mais suffisante, apparut enfin, révélant les visages terrifiés des enfants piégés, leurs yeux ronds et larmoyants fixés sur cette lueur d'espoir. La chaleur et la fumée restaient intenses, mais un chemin était créé, une voie de salut inattendue, le fruit du génie silencieux de Jules. Le rugissement du brasier, transformant la carcasse en un enfer incandescent, étouffait les cris et les lamentations, mais pas la détermination de Jules. Ses yeux, d'une acuité presque surnaturelle, balayaient la scène, cherchant au milieu des débris calcinés le levier parfait. Son regard s'arrêta sur un morceau de tôle épaisse, tordu mais robuste, arraché du châssis du bus, gisant à quelques mètres de la flamme la plus intense. Était un défi, mais aussi sa meilleure chance. Il s'approcha prudemment, la chaleur irradiante faisant frissonner l'air, ses mains fines mais agiles, s'apprêtant à tester la résistance du métal. Madame Dubois, le visage marqué par la suie et la douleur, mais les yeux rivés sur lui, hocha la tête, une confiance muette, se lisant dans son regard, tandis que Clara,
à ses côtés, serrait les poings, prêt à tout. Le jeune garçon savait que l'avenir de tous dépendait de sa capacité à transformer sa vision en action. Avec une précision chirurgicale, Jules positionna le morceau de tôle tordu dans la petite fissure qu'il avait repérée sur le châssis. Ses doigts explorèrent la brèche, sentant la résistance du métal chauffé et déformé par l'impact et les flammes. Il se rappela les heures passées à observer son père réparer la charrue, apprenant les principes de levier et de contrepoids. Il appliqua une pression mesurée, utilisant le poids de son corps frêle comme un contrepoids, chaque muscle tendu par l'effort. Le métal gémissait sous la contrainte, un son aigu et strident qui perçait la cacophonie du feu. Lentement, presque imperceptiblement, la fissure commença à élargir, un signe infime mais crucial que sa théorie était juste, un premier pas vers le salut. Mais la micro-victoire fut de courte durée. Un craquement sinistre, plus profond que les précédents, déchira l'air, et une colonne de fumée noire, plus dense et suffocante, éleva du cœur du brasier, enveloppant la scène d'un voile opaque. L'odeur de plastique fondu et de tôle incandescente devint intolérable, rendant la respiration difficile, même pour Jules. Monsieur Bernard, qui observait de loin l'étrange manège du garçon, s'approcha en titubant, son visage rougi par la sueur et la fureur. « Mais qu'est-ce que tu fais encore, gamin? Tu vas te faire tuer! Laisse ça aux vrais hommes !» hurla-t-il, un mélange de peur et de rage dans la voix, s'apprêtant à saisir Jules pour l'aile, écarté, incapable de voir la logique derrière ses gestes. L'obstacle était pas seulement le feu, mais aussi la cécité des préjugés. Jules, le corps tremblant d'effort et de frustration, sentit la main de monsieur Bernard s'abattre sur son épaule, le tirant en arrière loin de la fissure. Un instant, le découragement le submergea. Le feu rugissait, la fumée piquait ses yeux, et les mots de mépris de Bernard, bien qu'inaudibles, résonnaient comme une gifle dans son esprit. Il regarda les flammes lécher la carcasse, la petite ouverture qu'il avait créée semblant dérisoire face à l'immensité de la tâche. La peur de l'échec, le poids des vies d'enfants piégés, et l'incompréhension des adultes, tout cela menaçait de paralyser sa résolution. Son silence, d'ordinaire sa force, était devenu une barrière infranchissable, l'isolant dans sa connaissance vitale. Mais avant que le doute ne l'engloutisse, la main de Madame Dubois se posa doucement sur la sienne, puis Clara, les yeux embués, lui serra le bras, lui transmettant une force inébranlable. Leur regard, empli d'une foi absolue en lui, furent l'étincelle dont Jules avait besoin. Il se dégagea de l'emprise de Bernard, avec une détermination renouvelée, ses yeux fixés sur Madame Dubois. Avec une urgence frénétique, il pointa du doigt la fissure, puis le morceau de tôle qu'il avait utilisé, mimant l'action de levier avec une force accrue, montrant qu'il fallait plus de puissance, plus d'angle. Il désigna ensuite un point précis, plus bas sur le châssis, où une autre faiblesse structurelle, à peine visible, pourrait offrir un meilleur point d'appui pour un levier plus efficace. Guidée par l'intuition de Jules et la lecture de ses gestes, Madame Dubois, ignorante des protestations de monsieur Bernard, chercha le point désigné. Elle aperçut un morceau de ferraille plus lourd, une poutrelle arrachée, gisant près de la fissure. Jules le désigna avec insistance. Ensemble, avec une force décuplée par l'urgence, ils l'utilisèrent comme un levier massif. Un craquement retentissant déchira l'air, et le métal tordu céda avec un gémissement plaintif. Une ouverture, étroite mais suffisante, apparut enfin, révélant les visages terrifiés des enfants piégés, leurs yeux ronds et larmoyants fixés sur cette lueur d'espoir. La chaleur et la fumée restaient intenses, mais un chemin était créé, une voie de salut inattendue, le fruit du génie silencieux de Jules. L'ouverture, arrachée à la carcasse avec une force inouïe, révéla les visages pâles et maculés de suie des enfants piégés, leurs yeux ronds et terrifiés s'illuminant d'une lueur d'espoir. La chaleur, toujours intense, et l'odeur âcre de brûlé persistaient, mais un chemin était enfin frayé au cœur de l'enfer métallique. Madame Dubois, malgré sa blessure, s'agenouilla, ses mains tendues vers le premier enfant, une petite fille aux boucles blondes, qu'elle tira doucement mais fermement hors de l'aile, épave, guidée par les gestes précis de Jules. Le garçon, le corps tremblant d'épuisement et de tension, se posta à l'entrée de la brèche, ses yeux perçants balayant l'intérieur, indiquant d'un mouvement de tête les plus vulnérables, ceux qui devaient être secourus en priorité. Chaque enfant qui émergeait était une victoire silencieuse, un soupir de soulagement collectif, une preuve tangible que la vision de Jules, sa voix, sans son, avait ouvert la voie au salut. Le Valclair retint son souffle, observant ce ballet de sauvetage orchestré par un enfant. À mesure que les enfants étaient extraits, la petite flamme, qui avait été étincelle de la catastrophe, commença enfin à faiblir, ne trouvant plus assez de carburant pour alimenter sa fureur. La fumée,
bien que toujours présente, devint moins dense, se dispersant lentement dans l'air tiède des Cévennes. Au loin, le son strident des sirènes déchira enfin le silence retrouvé, annonçant l'arrivée des secours professionnels. Les pompiers, leurs véhicules rouges et imposants brisant la quiétude du chemin de terre, se précipitèrent sur les lieux, leurs visages graves, mais leurs gestes experts. Ils prirent rapidement le relais, éteignant les derniers foyers, sécurisant la zone et vérifiant l'état des blessés avec une efficacité bienvenue. L'odeur du kérosène et de la tôle chaude se mêla à celle de l'eau aspergée, créant une atmosphère de fin d'apocalypse, un retour progressif à une forme de normalité après le chaos absolu. Le danger immédiat était écarté, mais les séquelles resteraient. Une vague d'émotion collective, aussi puissante que le brasier qui venait de éteindre, submergea le petit ravin. Les mères, les visages inondés de larmes de soulagement, serraient leurs enfants retrouvés dans des étreintes déchirantes, leurs voix brisées par les sanglots. Les villageois, auparavant figés par la terreur, se mirent à parler à voix basse, leurs regards se croisant avec une compréhension muette de l'horreur évitée. Certains s'agenouillaient, d'autres se prenaient la tête entre les mains, comme pour chasser les images persistantes de l'incendie. Le silence, qui avait été le compagnon de Jules, devint un témoin de l'immense soulagement qui s'abattait sur la communauté. Des murmures de gratitude, des exclamations de surprise, et des remerciements timides commencèrent à émerger, chaque parole étant un écho de la peur qui venait de les étreindre, et de la joie d'avoir échappé au pire. Au milieu de cette libération émotionnelle, Jules se tenait, frêle et silencieux, mais paradoxalement au centre de toutes les attentions. Sa mission accomplie, il laissa Belle épuisement le gagner, ses épaules s'affaissant légèrement. Madame Dubois, les yeux rougis mais emplis d'une fierté indicible, le serra doucement contre elle, un geste de reconnaissance silencieuse, qui valait toutes les médailles. Clara, les larmes coulant sur ses joues, lui prit la main et la serra fort, un symbole de leur amitié indéfectible, et de sa confiance absolue en lui. Les regards des villageois, qui auparavant le traversaient sans le voir, étaient maintenant fixés sur lui, un mélange d'émerveillement et de respect. Ils ne voyaient plus l'enfant muet, mais le héros, qui, par son intelligence et son courage, avait sauvé leurs enfants de l'emprise mortelle des flammes, un véritable don du ciel pour le Val-Clair. Monsieur Bernard, qui avait assisté à la scène depuis une distance respectueuse, son visage habituellement empourpré par l'autorité maintenant blafard et défait, était un homme brisé. Il avait vu de ses propres yeux comment les efforts désordonnés des adultes avaient échoué, comment sa propre arrogance l'avait aveuglé. Et il avait vu Jules, le gamin défectueux, qu'il avait tant méprisé, accomplir l'impossible, diriger les opérations avec une lucidité et une efficacité qui dépassaient tout entendement. La honte le submergea, plus brûlante que les dernières braises du quart. Il baissa les yeux, incapable de soutenir le regard des villageois ou de Jules lui-même, sa posture affaissée reflétant une défaite cuisante, non pas face au feu, mais face à ses propres préjugés. Son silence était maintenant forcé, lourd de remords, un contraste saisissant avec la détermination silencieuse de Jules, qui avait triomphé. Le soleil des Cévennes, qui avait été un témoin impitoyable de l'horreur, commença à décliner, peignant le ciel d'une teinte douce et apaisante. Les sirènes des derniers véhicules de secours éloignaient, laissant derrière elles un calme fragile. L'histoire du silence du héros allait se répandre comme une traînée de poudre, non seulement dans les ruelles pavées du Val-Clair, mais bien au-delà. Jules, le garçon muet, était plus un fardeau, une anomalie, mais un symbole, la preuve vivante que la vraie force ne réside pas dans les mots prononcés, mais dans la clarté de la vision et la pureté de l'action. Sa perception unique, jadis incomprise, était désormais une légende, une source d'inspiration qui allait transformer la manière dont la communauté percevait la différence, ouvrant la voie à une ère de respect, de compréhension et de reconnaissance mutuelle. Les gyrophares bleus et rouges des véhicules de secours, enfin arrivés, projetaient des ombres dansantes sur les visages encore pâles des villageois, tandis que les pompiers s'affairaient autour de la carcasse fumante. Le capitaine Roussel, un homme aux traits burinés par les années de service, s'approcha de Jules et madame Dubois, son regard empreint d'une gravité respectueuse. Il avait entendu les murmures, vu la brèche improbable dans la tôle. « C'est ce jeune homme qui a montré comment faire, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix étonnamment douce. Madame Dubois, encore sous le choc mais le cœur gonflé de fierté, hocha la tête, ses yeux fixés sur Jules. Le capitaine posa une main sur Jules, épaule frêle du garçon, un geste d'une dignité rare. Un courage et une intelligence. Remarquable. Nous vous devons beaucoup, mon garçon. Ce n'était pas un simple remerciement, mais une reconnaissance officielle, un sceau d'approbation sur l'acte héroïque qui venait de se dérouler sous le soleil cévenol. Les regards des autres secouristes, d'abord sceptiques, se posèrent sur Jules avec une nouvelle curiosité, puis un respect non dissimulé. Quelques jours plus tard,
l'onde de choc de l'accident se mua en une vague de gratitude qui submergea le Valclair. Le maire, Monsieur Duval, d'ordinaire réservé, annonça lors d'une réunion publique improvisée sur la place du village, à l'ombre du vieux platane, qu'une « bourse Jules » serait créée pour soutenir des jeunes talents ayant des particularités, en son honneur. Une opportunité concrète, inespérée. Des journalistes locaux, attirés par l'histoire du héros silencieux, commencèrent à arriver, désireux de raconter son incroyable perspicacité. Mais c'est surtout l'invitation du recteur de l'Académie de Montpellier, proposant à Jules une évaluation spéciale pour explorer ses capacités visuelles et stratégiques, qui marqua un tournant. Ce N était plus une aide pour un enfant différent, mais une reconnaissance de son génie unique. Une chance de développer ses dons bien au-delà des champs arides où il avait grandi. L'air du Valclair, d'habitude lourd d'une certaine fatalité, semblait être allégé d'un poids invisible, ouvrant des horizons insoupçonnés pour le jeune garçon. Jules, habitué au silence et à l'invisibilité, se retrouvait au centre d'une attention nouvelle et parfois déconcertante. Son visage, d'ordinaire si expressif dans son mutisme, affichait un mélange de timidité et d'une joie contenue. Il ne comprenait pas toujours l'ampleur de la reconnaissance, mais il percevait la bienveillance dans les regards, la chaleur dans les mains qui se posaient sur son épaule. Madame Dubois, elle, rayonnait. Ses yeux, souvent empreints d'une douce mélancolie face à l'incompréhension dont Jules était victime, brillaient désormais d'une fierté sans borne. Elle avait toujours cru en lui, en sa capacité à voir au-delà des apparences, à décrypter le monde avec une acuité que peu possédaient. Voir son élève, son petit génie silencieux, enfin reconnu, lavait des années de frustration et de combat. Chaque sourire des villageois, chaque mot d'eux, éloge pour Jules, était une victoire personnelle pour elle aussi, la preuve que la persévérance et la foi en l'autre pouvaient déplacer des montagnes dans un village où les esprits étaient parfois aussi rocailleux que la terre des Cévennes. Le plus frappant de tous fut le changement d'attitude de Monsieur Bernard. L'homme, d'ordinaire si rigide et méprisant, semblait avoir vieilli de 10 ans, ses épaules courbées par le poids de la honte et du remords. Un après-midi, alors que Jules aidait son père à réparer une clôture près de l'aile, épicerie, Monsieur Bernard sortit de son magasin, le pas hésitant. Il s'approcha du garçon, le regard fuyant, ses mains tremblantes. Il inspira profondément, puis, d'une voix rauque et presque inaudible, il prononça « Jules. Je vous demande pardon. Vous êtes un homme, un vrai. Votre silence, il nous a tous sauvés. » Il tendit une main, non pas pour une tape condescendante, mais pour une poignée de main ferme et sincère. Pour la première fois, il ne voyait pas un fardeau, mais un égal, un héros. Ce geste, cette phrase, brisèrent des années de préjugés, libérant une nouvelle ère de respect dans le Valclair. Dès lors, la vie à le Valclair changea pour Jules. Les regards ne le traversaient plus. Il s'attardait, respectueux et curieux. Les enfants ne le taquinaient plus. Ils le cherchaient pour jouer, pour partager des secrets, comme si son silence était devenu une force mystérieuse qui les attirait. Les adultes, même les plus âgés et les plus traditionnels, commençaient à solliciter son avis, particulièrement pour des problèmes pratiques. « Jules, tu penses que cette charrette tiendra encore l'hiver ?» Ou « Jules, tu vois un moyen de réparer ce puits sans tout casser ?» Ils avaient appris à interpréter ses gestes, à lire ses expressions, à faire confiance à sa vision unique. Il était plus l'enfant différent qu'on ignorait ou qu'on plaignait, mais un membre à part entière de la communauté, dont l'intelligence et la perspicacité étaient désormais considérées comme un atout précieux, un don pour tous. Le Valclair petit à petit transformait son regard sur la différence. L'ombre de l'accident s'estompa, remplacée par la lumière d'un avenir inattendu. La vie de Jules, autrefois confinée aux champs et aux regards méfiants, s'ouvrait sur un horizon infini. Les opportunités offertes par la bourse et l'invitation académique étaient que le début. Il savait désormais que son silence n'était pas un mur, mais une porte vers une perception du monde que les autres ne possédaient pas. Il ne serait plus jamais invisible. Son histoire, le silence du héros, allait résonner bien au-delà des collines cévenoles, un témoignage vibrant que la véritable valeur d'une personne ne se mesure pas à la capacité de parler, mais à la clarté de sa vision, à la profondeur de son courage et à l'impact de ses actions. Jules, le garçon muet du Valclair, avait trouvé sa voix, une voix silencieuse mais puissante, qui allait inspirer des générations à venir. Les gyrophares bleus et rouges des véhicules de secours, enfin arrivés, projetaient des ombres dansantes sur les visages encore pâles des villageois, tandis que les pompiers s'affairaient autour de la carcasse fumante. Le capitaine Roussel, un homme aux traits burinés par les années de service, s'approcha de Jules et Madame Dubois, son regard empreint d'une gravité respectueuse. Il avait entendu les murmures, vu la brèche improbable dans la tôle. « C'est ce jeune homme qui a montré comment faire, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix étonnamment douce. Madame Dubois,
encore sous le choc, mais le cœur gonflé de fierté, hocha la tête, ses yeux fixés sur Jules. Le capitaine posa une main sur l'aile, épaule frêle du garçon, un geste d'une dignité rare. Un courage et une intelligence, remarquables, nous vous devons beaucoup, mon garçon. Ce N était pas un simple remerciement, mais une reconnaissance officielle, un sceau d'approbation sur l'acte héroïque, qui venait de se dérouler sous le soleil cévenol. Les regards des autres secouristes, d'abord sceptiques, se posèrent sur Jules avec une nouvelle curiosité, puis un respect non dissimulé. Quelques jours plus tard, l'onde de choc de l'accident se mua en une vague de gratitude qui submergea le Val-Clair. Le maire, M. Duval, d'ordinaire réservé, annonça lors d'une réunion publique improvisée sur la place du village, à l'ombre du vieux platane, qu'une bourse Jules serait créée pour soutenir des jeunes talents ayant des particularités, en son honneur. Une opportunité concrète, inespérée. Des journalistes locaux, attirés par l'histoire du héros silencieux, commencèrent à arriver, désireux de raconter son incroyable perspicacité. Mais c'est surtout l'invitation du recteur de l'Académie de Montpellier, proposant à Jules une évaluation spéciale pour explorer ses capacités visuelles et stratégiques, qui marqua un tournant. Ce N était plus une aide pour un enfant différent, mais une reconnaissance de son génie unique, une chance de développer ses dons bien au-delà des champs arides où il avait grandi. L'air du Val-Clair, d'habitude lourd d'une certaine fatalité, semblait être allégé d'un poids invisible, ouvrant des horizons insoupçonnés pour le jeune garçon. Jules, habitué au silence et à l'invisibilité, se retrouvait au centre d'une attention nouvelle et parfois déconcertante. Son visage, d'ordinaire si expressif dans son mutisme, affichait un mélange de timidité et d'une joie contenue. Il ne comprenait pas toujours l'ampleur de la reconnaissance, mais il percevait la bienveillance dans les regards, la chaleur dans les mains qui se posaient sur son épaule. Madame Dubois, elle, rayonnait. Ses yeux, souvent empreints d'une douce mélancolie face à l'incompréhension dont Jules était victime, brillaient désormais d'une fierté sans borne. Elle avait toujours cru en lui, en sa capacité à voir au-delà des apparences, à décrypter le monde avec une acuité que peu possédaient. Voir son élève, son petit génie silencieux, enfin reconnu, lavait des années de frustration et de combat. Chaque sourire des villageois, chaque mot d'éloge pour Jules, était une victoire personnelle pour elle aussi, la preuve que la persévérance et la foi en l'autre pouvaient déplacer des montagnes dans un village, où les esprits étaient parfois aussi rocailleux que la terre des Cévennes. Le plus frappant de tous fut le changement d'attitude de M. Bernard. L'homme, d'ordinaire si rigide et méprisant, semblait avoir vieilli de 10 ans, ses épaules courbées par le poids de la honte et du remords. Un après-midi, alors que Jules aidait son père à réparer une clôture près de l'épicerie, M. Bernard sortit de son magasin, le pas hésitant. Il s'approcha du garçon, le regard fuyant, ses mains tremblantes. Il inspira profondément puis, d'une voix rauque et presque inaudible, il prononça. « Jules, je vous demande pardon. Vous êtes un homme, un vrai. Votre silence. Il nous a tous sauvés. » Il tendit une main, non pas pour une tape condescendante, mais pour une poignée de main ferme et sincère. Pour la première fois, il ne voyait pas un fardeau, mais un égal, un héros. Ce geste, cette phrase, brisèrent des années de préjugés, libérant une nouvelle ère de respect dans le Val-Clair. Dès lors, la vie à le Val-Clair changea pour Jules. Les regards ne le traversaient plus, il s'attardait, respectueux et curieux. Les enfants ne le taquinaient plus, ils le cherchaient pour jouer, pour partager des secrets, comme si son silence était devenu une force mystérieuse qui les attirait. Les adultes, même les plus âgés et les plus traditionnels, commençaient à solliciter son avis, particulièrement pour des problèmes pratiques. « Jules, tu penses que cette charrette tiendra encore l'hiver ?» Ou « Jules, tu vois un moyen de réparer ce puits sans tout casser ?» Ils avaient appris à interpréter ses gestes, à lire ses expressions, à faire confiance à sa vision unique. Il était plus l'enfant différent qu'on ignorait ou qu'on plaignait, mais un membre à part entière de la communauté, dont l'intelligence et la perspicacité étaient désormais considérées comme un atout précieux, un don pour tous. Le Val-Clair petit à petit transformait son regard sur la différence. L'ombre de l'accident s'estompa, remplacée par la lumière d'un avenir inattendu. La vie de Jules, autrefois confiné aux champs et aux regards méfiants, s'ouvrait sur un horizon infini. Les opportunités offertes par la bourse et l'invitation académique étaient que le début. Il savait désormais que son silence était pas un mur mais une porte vers une perception du monde que les autres ne possédaient pas. Il ne serait plus jamais invisible. Son histoire, le silence du héros, allait résonner bien au-delà des collines cévenoles, un témoignage vibrant que la véritable valeur d'une personne ne se mesure pas à la capacité de parler, mais à la clarté de sa vision, à la profondeur de son courage et à l'impact de ses actions. Jules, le garçon muet du Val-Clair,
avait trouvé sa voix, une voix silencieuse mais puissante, qui allait inspirer des générations à venir.